Qu'est-ce que je vais vous dire sur le manchot de Humboldt d'entrée de jeu, à votre avis? Voilà, exactement. Espèce menacée. Vous allez voir où je veux en venir avec quelques animaux que je vais vous présenter. Alors, il vit sur les côtes, notamment Chili et Pérou. Et espèce menacée pour plein de raisons. Évidemment, la diminution de son habitat viable. Voilà. Pourquoi? Parce que, notamment à cause de la surpêche. C'est un oiseau qui se nourrit bien sûr de crustacés et de poissons, et la surpêche le prive de son aliment. Il y a aussi la destruction de son habitat avec le réchauffement climatique. Un de ses copains manchots, ils sont plusieurs dans la famille, a vécu en Argentine 44 degrés à l'ombre, il y en a 350 qui sont morts en un coup. Et ça, ces explosions comme ça de chaleur, ça va augmenter. Autant vous dire qu'il apprécie mal, bien sûr, ce réchauffement. Il a déjà passé des sales quarts d'heure, ce manchot de Humboldt, à cause du guano. Alors, c'est une vieille histoire, le guano, hein, les fientes, les déjections des oiseaux. Qui d'entre vous savent ce qu'on faisait avec le guano, là? Ça vous évoque quoi, le guano? Ouais, bravo, bah, très bien. Voilà. Et pourtant, maintenant, les engrais, on a des engrais azotés. Depuis que deux chimistes, autour des années 1880, ont inventé le procédé de former de l'ammoniac et de faire des engrais azotés, qui polluent mais qui sont encore très utilisés en agriculture, on a oublié ce que c'était le guano. Il y avait la guerre du guano. C'est une fortune. Entre 1840 et 1880, le Pérou a pu gagner 11 milliards, l'équivalent de dollars, 11 milliards de dollars juste en 40 ans, grâce au guano qu'on récolte sur les îles, où les animaux marins font des déjections. Et c'est de l'or, c'est de l'or qui permet de fertiliser les terres. Les Incas l'utilisaient depuis très longtemps, ça existe depuis 4000 ans, l'utilisation du guano. Et évidemment, quand les Européens sont arrivés, ils ont vu ces îles remplies de cet or précieux, ils ont tout amené bien sûr en Europe, et c'est devenu totalement indispensable au même titre que le sucre, le café, voilà, et les autres denrées qu'on pouvait ramener. Il a défrayé la chronique en 2005. Dans un zoo, on a vu des couples de manchots homosexuels. Alors, c'est pas ça qui a défrayé la chronique, on savait que ça pouvait exister, mais ce qui a défrayé la chronique, c'est que du coup, certaines responsables du zoo, certains soignants ont décidé de réintroduire des femelles, et des associations gays et lesbiennes ont dit que non, ils ont une préférence sexuelle et qu'on n'a pas le droit d'interférer voilà, là-dessus. Donc ça fait vraiment, il y avait une vraie polémique autour de ça. Et puis récemment, le 1er janvier 2022, les soignants ont décidé de confier les œufs très précieux, animal protégé, les œufs à un couple homosexuel parce qu'ils se disaient, ils s'aiment tellement depuis tellement longtemps qu'en fait ils vont plus soigner leur œuf par rapport à la mère, bien sûr, qui a pondu l'œuf et qui est un peu turbulente, pas encore adaptée aux eaux. Donc vous voyez, on a des polémiques anthropomorphiques. On positionne, on plaque sur les animaux notre vision du monde, notre réalité. Et c'est assez intéressant de voir que en fait, la nature, la terre, les animaux, on a du mal à lever cette dimension affective. Regardez vos enfants, lorsqu'ils voient des animaux, ils ont tout de suite une sorte d'évidence affective qui se décrète. Et c'est extrêmement dur d'enlever ce voile, on va le voir avec d'autres animaux. Et j'ai vraiment envie de commencer cette conférence philosophique sur ces animaux. Un autre, pour tester votre sagacité. Oui? Oui, la loutre. Loutre marine en l'occurrence, d'Amérique du Sud encore, côte du Chili, côte du Pérou. Mignonne toute pleine, mais je vous garantis qu'évidemment, il n'en est rien. Prédatrice. La loutre est assez fascinante parce que finalement on trouve ça très mignon. Et pourquoi on trouve ça mignon? Ça fait un peu nounours, il y a plein de poils, d'accord. Il y a une autre raison, c'est que ça a la forme des chiens. C'est très proche des chiens caniformes, animaux caniformes, Mustélidés caniformes. Et donc le chien qui a été vraiment conçu pour notre bon plaisir, conçu pour être notre meilleur ami. Je sais qu'il y a des partisans des chats dans la salle, donc je ne vais pas lancer de polémique. Mais quelque part, il y a quelque chose qui nous émeut dans ce visage comme ça. Alors non, elle est très prédatrice, à tel point qu'elle fait de la concurrence aux pêcheurs qui n'hésitent pas à la zigouiller quand ils le peuvent pour éviter cette concurrence avec la loutre marine. On a évidemment, pareil, animal qui va mal
en termes de menaces écologiques, donc destruction de l'habitat évidemment, pollution des côtes, braconnage aussi parce que cette belle fourrure peut rapporter gros, et en danger d'extinction depuis 1996. Et alors ce qui est très amusant, enfin ce qui est amusant et la foi qui montre la cybermodernité dans son rapport à l'écologie, c'est que figurez-vous que cette loutre, elle connaît un destin cybermoderne. À votre avis, c'est lequel? Cybermoderne qui touche les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. À votre avis, c'est quoi son destin récent? Au point que au Japon, par exemple, il y a des cafés à loutres. Ouais. C'est une bestiole instagrammable au possible. Et notamment dans les pays d'Asie, les bébés loutres, il y a tout un marché, ça peut valoir 10 000 euros. Hein. Les bébés loutres qui sont attrapés en Indonésie, surtout les petites loutres naines, eh bien, c'est un business et on adore faire des selfies en Asie, notamment au Japon, avec des bébés loutres. C'est une mode absolue. Et donc, il y a tout un commerce de bébés loutres. Alors, le problème, c'est que la loutre n'est pas du tout facilement domesticable. L'autre problème, c'est qu'elle est très malheureuse. C'est un animal qui vit en communauté. Elle se retrouve en captivité. Elle se retrouve isolée de toute communauté. Et puis, elle mord. Elle n'est pas du tout facile. Et puis, alors voilà, dans les cafés à loutres, vous avez de quoi nourrir votre animal et faire un selfie en même temps. Voilà, c'est devenu des petites peluches dans les nouveaux animaux de compagnie. Alors, ceux de ma génération connaissent un peu ça, dans les modes un peu bizarres qui nous viennent, où on trouve la bestiole mignonne avant qu'elle finisse à la poubelle. C'était la petite tortue de Floride, vous connaissez peut-être. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez eu des petites tortues avec le bac en plastique? Ça vous parle peut-être, ou vos enfants? Voilà, la petite tortue de Floride dans les années 80-90, c'était incroyable. Alors, c'est une tortue qui doit grandir, bien sûr. La femelle 20 cm, non, la femelle 30 cm, le mâle 20 cm. Ça peut vivre 50 ans dans la nature, 25 ans en captivité. Et cette tortue, elle est super invasive. Et quand on n'en veut plus, soit elle meurt, soit on la remet dans la nature, ce qui est totalement interdit maintenant, parce qu'en fait, elle envahit tout. Et c'est un prédateur redoutable. Et ça bousille aussi l'écosystème, parce qu'elle n'a rien à faire là, en France. Et depuis quelques années, elle est interdite, bien sûr, de commercialisation et même de relâcher ça dans la nature. Donc c'est le même phénomène. C'est-à-dire que l'animal, on le projette sur lui, notre vision anthropomorphique, on le trouve mignon alors qu'il n'est peut-être pas mignon. On croit qu'on est en communauté avec l'animal, et au bout du compte, on fait du mal à l'animal, on fait du mal aux autres animaux autour, et on dérègle ça. Mais ce qui est important, et c'est là où je veux insister, c'est que c'est l'affectivité qui nous guide. Ça, retenez bien ça. Nous sommes des bestioles affectives, émotionnelles, et notre rapport à la nature est un rapport affectif et émotionnel. Et quand on comprend ça, on comprendra qu'une écologie cybermoderne aura besoin de faire avec cette affectivité. Nous ne pouvons pas juste rationaliser l'écologie en disant il y a des périls, ils sont quantifiables, il y a des courbes, il y a des espèces qui s'éteignent. De façon purement effective, ça va mal. On voit bien, d'ailleurs, le dernier rapport du GIEC s'est invité catastrophique comme d'habitude, et dans la campagne présidentielle de 2022, on n'entend pas beaucoup parler du réchauffement climatique et de ces problématiques absolument essentielles. Les jeunes en parlent, on a du mal à s'en emparer, parce que c'est présenté en termes effectifs, en termes quantitatifs. Et donc la cybermodernité doit comprendre que pour changer des mentalités, l'affectif, jusque dans nos guerres, je ne vais pas parler de Russie, voilà, ce n'est pas du tout le propos, mais quand même, on voit bien que la dimension affective, par les réseaux sociaux, par des gens qui se filment, qui ont la technologie pour se filmer, pour témoigner de leur vie, eh bien, la dimension affective s'invite à nouveau. Tout un peuple communicant, ultra communicant, influenceur, influencé, tout ça c'est de l'affectif, c'est pas que de l'effectif. Voilà, je voulais planter un tout petit peu le décor. Alors, ce qui est intéressant, une ONG canadienne qui s'appelle Wildlife and Not Pets, c'est-à-dire animaux sauvages, pas des animaux de compagnie, nous dit il y a un vrai désir, je cite, de posséder ces animaux exotiques, et ce désir est alimenté par les réseaux sociaux. Le désir est alimenté par les réseaux sociaux. Facebook, alors c'est des comptes à des millions, des milliers d'abonnés, et qui postent régulièrement des super photos mignonnes. Il y a aussi des vidéos gags où on voit ces loutres tourner en rond. Alors nous,
anthropomorphiquement, on croit qu'elle rigole, elle s'amuse, elle veut jouer, elle remue de la queue comme un petit chien. En fait, c'est de la stéréotypie. On sait bien que c'est le signe d'une immense souffrance animale. Donc là aussi, on fait erreur en plaquant nos propres émotions dessus. Alors, il n'y a pas que la loutre, hein, il y a aussi les geckos, les lézards, les araignées, qui font partie de ces nouveaux animaux de compagnie. Et donc, notre amour pour la nature, finalement, fait du mal. Allez, un dernier, et ensuite on entrera dans la philosophie proprement dite. Je vous attends sur celui-ci. Comment? Bravo. Ouais, très bien. Après, si vous trouvez la sous-catégorie, la sous-espèce, c'est encore mieux, mais oui. C'est le cormoran, il a les pattes rouges, c'est le signe du cormoran de Guémard. Pareil, hein, alors il est plutôt solitaire, où il vit en tout petit groupe. Alors sachez, intéressant, il a été domestiqué en Asie depuis très longtemps pour chasser le poisson. On mettait un anneau dans son cou, là, dans sa gorge, pour pas que le poisson soit avalé. Il chassait les poissons et il était dressé pour revenir, et le maître ouvrait sa gueule et récupérait le poisson. Osmose incroyable d'un cormoran domestiqué en Asie. Sachez quand même que dans la famille des cormorans, c'est quand même des beaux, très très beaux animaux. Il y a une espèce qui est éteinte, le cormoran de Pallas, c'est une espèce qui est noire, très très belle, et qui était très abondante au XVIIIe siècle, complètement près de l'île de Bering, et qui a été totalement décimée pour une raison intéressante. Hein, ce n'est pas toujours la pollution, c'est tout simplement qu'il est facile à attraper, il a la flemme de voler, voilà. Donc on l'attrape très facilement, et du coup on peut manger sa viande très facilement. Et puis ses plumes aussi. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a très peu d'espèces de ce cormoran de Pallas qui est donc éteint, la plus grande espèce qui n'ait jamais existé en cormoran, qui s'est éteint autour des années 1850. Et il y a très peu d'archives. On a 2 petits squelettes qui se baladent et 7 échantillons. Donc ça s'est éteint, on n'a même pas pensé à archiver, empailler, étudier. Voilà, ça fait partie de toutes ces nombreuses espèces incroyables qui disparaissent avec notre activité sur Terre. Alors, pourquoi ces 3 animaux? Vous allez me demander. Il y a un lien, je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner le lien qui unisse le manchot de Humboldt, le cormoran de Guémard et la loutre marine. Ils sont évidemment unis dans quelque chose qui n'a pas fait la une, mais qui est évidemment toujours un peu poignant. Voilà. Eh bien oui, le 15 janvier 2022, figurez-vous que 11 000 barils de brut se sont déversés dans la mer. C'est un truc classique, on connaît, ça arrive, c'est toujours désastreux. Vous avez, je suis sûr, le scénario entier qui défile dans votre tête. Je n'ai même pas besoin d'en parler. Vous voyez qu'il y a à la fois les pollueurs qui vont essayer de trouver des excuses pour s'exonérer de leurs responsabilités. Vous savez qu'il y a les gens sur place qui sont, en plus c'est des réserves protégées, le pétrole s'est répandu sur 140 km, ces 3 espèces que je vous montre sont peut-être éteintes localement à cause de ça, parce que ce sont les plus fragiles du coin, côte centrale du Pérou. Donc vous connaissez tout ça, cette image, on la connaît par cœur. C'est pas ça que je vais vous montrer, c'est pas ça qui est nouveau. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi il y a eu une fuite dans la raffinerie, une fuite dans la transmission du brut. Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu quelques jours avant, même pas quelques jours, quelques heures avant, excusez-moi, il y a eu une éruption volcanique dans l'archipel des Tonga. Et cette éruption, il y a une houle qui vient de l'éruption. Et donc, en quelques heures, elle a atteint cette côte. Et du coup, ça a bougé dans tous les sens. Et il y a eu cet accident. Ce n'est pas un bateau qui coule, c'est juste un tuyau qui saute. Mais là, c'est là où la cybermodernité s'invite. C'est qu'en cybermodernité, ce genre de problème, normalement, ne devrait plus exister. Nous sommes encore dans quelque chose d'archaïque. Car si vous êtes au courant qu'il y a une explosion de volcan, en quelques SMS, en quelques vidéos, vous pouvez documenter ça, l'envoyer partout et dire suspendez un peu les livraisons de pétrole, ça, il va y avoir du tangage, tout ça, ça se documente, c'est scientifique tout ça. Donc on voit bien qu'on n'est encore pas à l'heure de la cybermodernité. La cybermodernité aurait pu éviter éventuellement ce genre d'accident, cette connexion qui, on va voir, hein, on va aller loin dans les périls possibles de la surconnexion humaine. Elle peut aussi avoir des avantages, et là, elle ne les a pas eus, puisqu'on a eu cette catastrophe qui aurait pu être évitée. On n'a pas trouvé, si vous voulez,
de manchots enduits de pétrole, comme on a déjà ces images, mais c'est des manchots qui sont intoxiqués par la nourriture voilà, des poissons qui sont atteints. Alors voilà, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter que cette terre, ce rapport qu'on a à la terre comme étant une chose, une propriété, une ressource exploitable, puisse être non pas une terre qui nous appartient, mais une terre qui nous comprend, une terre appartenance. Ma théorie, c'est qu'il faut changer profondément notre rapport philosophique à la terre. Et c'est un rapport philosophique qui peut être changé de 1000 façons différentes, par des films, des fictions, des conférences comme aujourd'hui, par des générations qui parlent aux générations futures, par toute l'ingéniosité humaine quand il s'agit de changer des mentalités et de travailler l'affectif et pas simplement l'effectif dans la transmission de cette terre qui ne serait plus une terre propriété, en 2 mots, terre-propriété, mais une terre propriétaire. Et si la terre était propriétaire de nous, des animaux, et non pas une propriété à exploiter? Donc on va essayer de penser ensemble qu'est-ce qu'il faudrait philosophiquement dans le changement des mentalités, parce que je suis persuadé qu'une écologie cybermoderne a besoin d'un autre rapport à la terre, et cet autre rapport à la terre, c'est que la terre, eh bien, c'est nous, et c'est nous non pas on fait ce qu'on veut, c'est nous, c'est les animaux, et c'est tout un écosystème absolument essentiel, et donc c'est une terre qui est propriétaire et non pas propriété. Voilà un peu l'interrogation qui sera la nôtre. Comment y arriver? Et je lance des pistes, je reste modeste, un matériau pour une écologie cybermoderne. Alors, entrons dans la philosophie avec cette citation. Ce que l'on imagine souvent, c'est que c'est une phrase d'Éluard. Elle existe dans son œuvre complète, effectivement, mais c'est une citation de citation, c'est-à-dire que c'est Paul Éluard qui cite quelqu'un qui cite quelqu'un. Donc on est très loin de Paul Éluard, vous voyez un peu le truc. Voilà. Lui, il n'est pas connu. Ignace Paul Vital Troxler. Troxler, c'est le père un peu de la démocratie suisse, philosophe, médecin, ophtalmologue suisse, extraordinaire homme avec une théorie, moi, qui m'a nourri énormément pendant pas mal d'années, il y a une dizaine d'années. Absolument pas connu, et pourtant, bon, à part pour quelques Suisses qui connaissent un peu que le mot radical en politique, quand on parle de radicalité, ça vient de lui. Il a été inspiré par le fédéralisme des États-Unis pour importer ça en Suisse. C'est quand même lui qui a fait ça. Et voilà. Et il y a même des effets d'optique qui lui doivent son nom parce qu'il a étudié. Et c'est très intéressant. Il était ami de Beethoven, ami de Schelling, disciple de Schelling, grand philosophe. Mais ça ne l'empêchait pas d'avoir les mains dans l'étude. Il a étudié vraiment ce qu'on pourrait appeler de façon anachronique la neuropsychologie. C'est le créateur du mot préconscient. Il a tout de suite compris que la conscience n'est pas suffisante. Regardez ces dates, on est bien avant Freud. Il a compris, bien avant la psychanalyse et d'autres théories, que la conscience est bordée à la fois par une préconscience qui reviennent du corps, le pulsionnel, les choses qu'on ne maîtrise pas. Mais là, c'est là que c'est intéressant, aussi une surconscience. Les choses qui viennent de l'idéal, qui viennent du céleste, qui viennent de l'âme, qui viennent de l'esprit. Et l'être humain, dans sa conscience, navigue entre de la préconscience et de la surconscience. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'il va être très important dans cette idée d'une écologie cybermoderne. Il va falloir qu'on travaille pas simplement le préconscient, des réflexes pour trier ses déchets, des réflexes presque automatiques pour ne pas user de l'eau, pour ne pas polluer. C'est très bien de ne plus jeter nos papiers dehors, mais surtout une surconscience. Pas qu'une préconscience, mais une surconscience. Alors là, ça ouvre la porte à tous les mysticismes. Je fais de la philosophie rationnelle. Donc les hypothèses mystiques, New Age, ne vont pas m'intéresser. Enfin, elles m'intéressent, mais j'y vois un folklore pas valide scientifiquement. Par contre, la surconscience, j'ai envie de croire que c'est en étant surconscient de quelque chose qu'on pourra changer ces fameuses mentalités. Si vous voulez, un discours qui concerne seulement la conscience, je sais que statistiquement, le monde va mal à cause de l'homme, ou un discours qui concerne seulement la préconscience, je te fais adopter des réflexes, eh bien, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi quelque chose qui touche la surconscience. On va essayer de voir un peu ce qu'il en est ensemble.
Voilà la citation exacte, c'est pour ça que j'ai enlevé les guillemets. Il y a assurément un autre monde, mais il est dans celui-ci, et pour atteindre à sa pleine perfection, il faut qu'il soit bien reconnu, cet autre monde, il faut qu'il soit bien reconnu et qu'on en fasse profession. Donc c'est beaucoup plus compliqué que le petite tournure qui devait certainement plaire à Éluard, grand-père du surréalisme, enfin Éluard quand même qui est tombé dans le dadaïsme et dans le surréalisme. La terre est bleue comme une orange, vous connaissez cette phrase. C'est Éluard ? Ouais, j'espère. Donc là, on voit bien qu'Éluard, ça l'a amusé. Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci, presque une blague. Pour Troxler, c'est extrêmement sérieux. Il le prend vraiment au sens propre. Il y a un autre monde et il faut qu'il soit reconnu et qu'on en fasse profession, qu'on le professe, qu'on l'enseigne. Et cet autre monde, il est assurément ici. L'homme doit chercher son état à venir dans le présent. Ça, c'est fondamental. L'homme doit chercher son état à venir dans le présent, et le ciel non pas au-dessus de la terre, mais en soi. Là, on voit bien que c'est quasiment spirituel ce qu'il est en train de dire. L'autre monde, le fameux autre monde, il parlera d'autre conscience, Troxler. L'autre monde est ici, il faut le chercher, et l'être humain doit chercher son avenir dans le présent. Est-ce que ce n'est pas de l'écologie, ça? Est-ce que ce n'est pas une autre vision de l'écologie? Pour moi, Troxler est un des pères de ce que je vais appeler avec vous l'avénirisme. Une vision du monde nouvelle qui consiste à dire que le sens de la vie est donné par l'avenir. Les générations futures, les traces qu'on laisse, les enseignements qu'on laisse et qui vont se perpétuer. Pour l'instant, nous avons une écologie passéiste, au sens un peu philosophique que je lui donne, c'est-à-dire arc-boutée sur les choses qu'on doit préserver. Le passé, voilà, va pouvoir féconder l'avenir, son devoir c'est d'exister encore à l'avenir, on va préserver. Et si il ne faudrait pas faire une révolution temporelle dans nos têtes, dans nos institutions, dans notre culture, pour appréhender le présent comme étant déjà gorgé et saturé d'avenir. Encore faut-il travailler pour, faire profession. Encore faut-il le reconnaître, cet avenir. On parle souvent des générations futures avec cette question inversée. Pareil, sur Internet, vous avez Gandhi ou Nicolas Hulot, vous choisissez, ou même Pierre Rabhi. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Quelle génération allons-nous laisser au monde? Quelle génération d'êtres humains allons-nous laisser? Eh bien, véritablement, cette question est fondamentale. Peut-être que notre problème avec notre déni écologique, nous savons que ça va mal, nous haussons les épaules. Nous sommes tristes d'apprendre que des manchots Humboldt ou des loutres marines meurent. Personne ne se réjouit. Mais nous ne transpirons pas pour ça. Parce qu'affectivement, nous sommes dans l'idée un peu, comment dire, rétrograde, de quelque chose qui vient du passé. Les problèmes viennent du passé, le présent doit régler les problèmes du passé. Ça, c'est comme ça qu'on appréhende l'écologie. Le présent doit régler les problèmes dont on a hérité. Le « How dare you » de Greta Thunberg, c'est « toi, vieille génération, comment oses-tu me dire, moi, jeune génération, comment me comporter? Je prends la relève. » On reste encore dans une vision passéiste, même si j'admire son combat. Mais qu'est-ce que ce serait une vision aveniriste? Le but du présent est de préparer l'avenir, et de favoriser l'avenir, et de se donner tout entier dans l'avenir. Alors là, c'est là où, pour moi, Troxler me semble très très important. Lui, philosophiquement et même spirituellement, il voulait réconcilier le corps et l'esprit. Vous savez bien que c'est une des grandes dichotomies de la philosophie, le dualisme entre le corps et l'esprit. On pense à Descartes, on pense même à du Plotin et autres. Eh bien, lui, ce qu'il voulait, c'est ça, c'est-à-dire réunir les deux, trouver une façon de le réunir, et la nature, et là c'est un peu moi qui m'avance, la nature pourrait être le lieu de cette réconciliation. Pensez quand vous contemplez un paysage, quand vous contemplez des animaux qui vous fascinent. Pensez à la fois cette immense affectivité qui vous envahit, cette familiarité avec le vivant, et à la fois cette étrangeté absolue. C'est un animal, c'est pas vous, c'est pas humain, c'est autre chose. À moins que vous soyez dans le monde de Disneyland et de l'anthropomorphisme absolu, si vous reconnaissez à l'animalité sa part d'animalité extérieure et à l'humanité sa part de rationalité, on voit bien que dans ce dialogue-là, il y a la réconciliation du corps et de l'esprit. Le corps, parce que l'animal m'interroge en termes de corps, va-t-il me manger? Puis-je le manger? Est-il menaçant?
Est-il affectueux? Peut-il m'apporter des choses affectueuses? Et l'être humain se pose cette question-là. Et ça explique beaucoup de cérémonies, beaucoup de mythologies connectées aux animaux. Et encore une fois, vos enfants sont faits pour ça. L'être humain est taillé pour mythologiser l'animal, pour le symboliser. L'animal qui nous parle, regardez comment un enfant apprend à parler, il apprend tous les bruits des animaux. Et ce n'est pas une question de conditionnement dès la maternelle. C'est juste parce que c'est évident que le cochon qui fait son bruit caractéristique, ou l'âne, eh bien ça le concerne profondément. Quand vous êtes en face d'un enfant qui s'ouvre au mystère de la nature, vous êtes aveniriste. Vous ne dites pas comment je vais préserver le passé, mais vous dites qu'est-ce que je dois donner à cet enfant pour qu'il puisse concevoir que la terre, eh bien la terre est propriétaire et non pas propriété. Et donc, cette réconciliation du corps et de l'esprit à travers l'expérience de la nature, c'est ce qu'on va voir, mais je pense que c'est important déjà de le noter. Plus nous pénétrons dans la nature des choses qui sont en nous. Regardez la citation de Troxler, je vous la livre en entier, je cite, « Plus nous nous retirons en nous-mêmes, en nous détournant des apparences, plus nous pénétrons dans la nature des choses qui sont hors de nous. Plus je vais en moi-même, plus je me pénètre de l'extérieur. » Alors c'est un philosophe bien sûr du rêve, il est très romantique dans sa philosophie, et donc le rêve, l'extase, l'irrationalité, alors pas pour l'irrationalité, mais l'idée qu'une raison purement technicienne, une raison purement instrumentale puisse régner, le romantisme s'est insurgé contre ça. Et il a voulu amener la magie, le rêve, l'extase. Alors il reste scientifique, mais il apporte cette dimension d'affectivité profonde. Alors, revenons à aujourd'hui. Est-ce que ça vous parle, cette photo? C'est nous. Hein? C'est nous. C'est nous? Non, c'est pas nous, là. Non, non, non. C'est des stars, là, attention. C'est une star absolue. C'est 2 stars. Personne n'a vu ce film, alors? Ah, ok. Il y a un film qui est une bombe atomique, une bombe philosophique, pas atomique, non, surtout pas, on ne va pas parler des Russes. Un film qui est une bombe philosophique. Alors, il y a eu des œuvres comme ça qui étaient des bombes philosophiques. Voltaire faisait des bombes philosophiques dans ses pièces. Vous avez des films récents qui sont des bombes philosophiques. Her de Spike Jonze sur l'intelligence artificielle. Wall-E est une bombe philosophique. Le petit robot qui devient humain quand les humains sont robotisés. Nous sommes dans des bombes philosophiques qui disent quelque chose de la cybermodernité. Là, nous avons la dernière bombe philosophique. Bombe parce que ça nous ébranle dans nos certitudes. Bombe parce que ça dit tout haut des choses que l'on constate mais qu'on n'avait jamais synthétisées. Donc j'y vois des bombes bien sûr pacifiques, des bombes pour nous ouvrir les yeux. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le film Don't Look Up que vous devez évidemment après cette conférence absolument voir. Voilà, Don't Look Up, ne regarde pas en haut, ne regardez pas en haut. C'est le slogan d'une Trump, incarnée par Meryl Streep qui joue une présidente des États-Unis absolument incroyable, cynique et totalement capable de toute la désinformation du monde. Alors, il y a une comète qui arrive sur la Terre. Leonardo DiCaprio, qui incarne un astronome, donc 2 astronomes, l'ont vu, ont calculé, et tous les calculs ont été corroborés. Ne me faites pas le coup de « ça se trouve, elle ne va pas toucher la Terre ». Elle va toucher la Terre, et c'est une tueuse de planètes. C'est une comète tueuse de planètes, c'est-à-dire que la Terre va exploser, mes amis. Voilà. On ne peut pas s'en sortir, tout va être détruit à la surface de la Terre, beaucoup plus qu'avec les dinosaures. Ça, c'est une certitude scientifique. Mais après, il y a l'affectivité. Vous voyez, ça, on est dans l'effectif. Effectivement, dans le pur matériel, quantitatif, mathématique, astronomique, effectivement, la Terre va être détruite. Affectivement, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Car nous sommes en pleine cybermodernité, avec des Hanouna à tous les coins de la télé, avec des machines à abrutir le peuple à tous les coins de la télé, avec la possibilité de rire quand vous entendez la nouvelle venant d'experts scientifiques, vous savez, on va mourir. Il est vraiment très drôle. Page de pub, s'il vous plaît. Et donc vous avez une vérité scientifique indubitable qui va passer à la moulinette de l'affectivité de la cybermodernité, et ça donne quelque chose de l'ordre d'une farce de frappe, si vous me permettez le jeu de mots, une farce de frappe jusqu'à l'absurde. Je ne vais pas vous spoiler le film, vous le divulgachez, mais la fin est assez retentissante. Alors, le but, c'est d'alerter. Leur but, c'est d'alerter. Alors, ils alertent, bien sûr, par l'effectif, ils ont des données. Ils alertent des gens qui ne veulent pas être alertés.
ils alertent des gens qui minimisent, ils alertent des gens qui n'arrivent pas à avoir une échelle rationnelle pour prendre en compte l'information qu'ils divulguent et la prioriser dans leurs actions. La terre n'est pas la priorité, j'allais dire propriété, mais en fait c'est aussi la priorité. Si la terre n'est pas la propriété dans un monde où tout doit devenir propriété, la terre n'est pas la priorité. Ça va, vous suivez? C'est simple. On dirait du rap, mais ça reste de la philosophie. La terre, si le but du jeu est d'être le propriétaire de tout, la terre n'est pas la priorité. Alors bien sûr, il y en a qui vont vouloir faire du fric, bien sûr, avec cette comète qui arrive, notamment les grands gourous de la tech, les Elon Musk et les Steve Jobs. Il y a une parodie absolument cinglante de ces êtres qui nous disent que la technologie va nous sauver et qui divinisent littéralement la technologie parce qu'elle divinise aussi leur personne. Donc ils n'arrivent pas à alerter ni la présidence, ni les médias, et ni l'opinion publique. Et donc le slogan de la présidente, c'est « écoutez, ça va, il y a une comète, ne regardez pas en haut. » Voilà. On règle le problème, don't look up. Alors il y a les look up, et puis il y a les don't look up, il y a les lookers, les don't lookers. Ceux qui regardent, alors il y a des camps, ils s'affrontent, il y a des polémiques sur Twitter, il y a du buzz. Et puis à un moment, on la voit à l'œil nu. On la voit à l'œil nu, c'est plus des calculs mathématiques. Alors là oui, l'affectivité, là on prend un coup. On pense à nos proches. On sait que dans 2 mois, elle est là. Et s'il n'y a pas de tentative de déviation, donc de coordination mondiale pour un programme spatial de déviation de cette comète, on est mort, tout simplement. Et là, l'affectivité commence à arriver, mais même là, ils disent « ne regarde pas en l'air ». Et donc, vous voyez des gens qui regardent par terre et qui ne veulent pas, qui sont dans un déni absolu. Bien sûr, il y a une question de farce, mais une bombe philosophique va très très bien avec l'ironie, qui est quand même au fondement de la philosophie, avec la farce et avec la critique. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde devient vendeur d'âme. Nous voulons le plus de suffrages, peut-être pas vous, mais en tout cas ceux qui jouent ce jeu de la cybermodernité dans ce côté un peu abrutissant, il n'y a pas que ce côté-là. Le but est de vendre des armes, comme il y a des vendeurs d'armes, il y a des vendeurs d'armes, il y a des vendeurs d'âmes. Le but est d'être le plus grand influenceur, et on passe notre temps à s'influencer et devenir influenceur, finalement souvent imposteur, souvent charlatan, vendant 1000 camelotes possibles, une théorie parallèle, de la poudre de perlimpinpin, ou simplement des livres et de la notoriété. Et finalement, dans cette frénésie où on fait notre marché d'âme en faisant des contenus qui n'ont pas de souci de la vérité, mais qui ont juste du souci de l'attractivité, eh bien, nous avons une ambiance de secte qui se met en place, avec des choses très sérieuses, en fait, maintenant. Il y a 2 ans, c'était pas sérieux, aujourd'hui, c'est sérieux. Des partisans de la Terre plate, voilà, et des partisans de choses complètement non scientifiques et non rationnelles. Et nous avons évidemment un immense déni, finalement, du réel qui se dessine. Donc, derrière ce film, moi, j'y ai vu, je vous le dis franchement, quand j'ai regardé le film, j'ai regardé tout de suite la pandémie, parce que j'étais assez invité sur les plateaux pour parler des anti-vax, des vax, on ne va pas ouvrir le débat, mais voilà, je devais dire ce que j'en pensais. Et du coup, quand j'ai regardé le film, c'était dans cette période-là où il fallait un peu se prononcer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Surtout, on ne critique pas, on essaie d'amener... Voilà. Mais en fait, pas du tout. Adam McKay, le réalisateur, pensait à l'écologie. Et vous connaissez l'engagement de DiCaprio sur l'écologie. En fait, c'est ça. C'est l'idée, c'est que le péril est là, les rapports du GIEC sont là, et on ne veut pas regarder. Mais on peut regarder. Tous les documents sont là. Vous voyez comment l'affectif est central. À ma connaissance, cette théorie que je vous dévoile aujourd'hui, elle n'existe pas partout. Dire qu'il faut prendre le problème affectivement, on l'esquisse, mais elle n'est pas théorisée. On pourrait mettre toutes nos sciences sociales là-dessus. On devrait. On devrait dire, si les gens continuent le don't look up alors que ça leur crève les yeux, que vraiment on a les documents, on a des vidéos, on voit les catastrophes, on voit les méga incendies en Amazonie, on voit tout ça, eh bien c'est que l'affectivité n'est pas prise en compte. Et ce déni du réel peut exister. J'insiste sur un point dans les vendeurs d'âmes, pour les vendeurs d'âmes. Les vendeurs d'âmes vendent d'autant mieux les âmes, en les captant, qu'ils vont prétendre faire sortir ces âmes d'un système d'illusion. Je m'explique. Les illusionnistes nous disent qu'ils vont nous sortir de l'illusion. Le mot à la mode, c'est matrixer. Je vais te matrixer en te disant que tu es matrixé, en te disant que tu es dans un royaume d'illusion. Et en fait, je te plonge dans un royaume d'illusion en prétendant dénoncer le royaume d'illusion dans lequel tu es. Oui, c'est une perversité importante parce qu'on est dans l'illusion désillusionnante. J'ai l'illusion d'être désillusionné en étant en fait
2 fois plus illusionnés. Et ça, cette problématique-là, où finalement j'aime l'affectif parce que j'ai l'impression de pouvoir faire le malin, parce qu'en fait, à un moment, on m'interroge beaucoup en philosophie sur les théories du complot, les théories alternatives. Mais en fait, moi, j'observe je fais de la phénoménologie des complotistes. Comment ils se comportent en soirée? Un complotiste, comment il fait? Pas un complotiste, quelqu'un qui est séduit par ces théories-là. En fait, il fait le malin. En fait, tout simplement, il capte instantanément toute l'attention. Attends, tu crois que c'est comme ça la vie? Je vais t'expliquer. Forcément, en soirée, vous avez bu un peu, vous voulez vous détendre, et il y a quelqu'un qui va vous raconter un truc incroyable. Et en fait, le levier de tout ça, c'est la vantardise et c'est le narcissisme. Et je crois qu'on n'a pas assez insisté sur le plaisir narcissique de quelqu'un qui n'a pas forcément fait des études, qui n'est pas forcément expert dans la matière. Je vous rappelle que Bigard, notre humoriste national, Bigard avait des théories sur le 11 septembre. Je veux dire, donc, et c'est ce qui a d'ailleurs coulé sa carrière, parce que son public n'a pas pu le suivre là-dessus. Donc n'importe qui peut balancer n'importe quelle théorie, et au bout du compte, j'ai l'impression que c'est cette qualité, ou plutôt ce défaut que Platon pointait, il appelait ça l'alazoneia. Qu'est-ce que ça veut dire en grec, alazoneia? C'est la vantardise. Et la vantardise, elle ne ment pas, elle exagère. Je me vante de bien parler anglais parce que je parle un peu anglais. Sinon, je mens. Si je dis je parle bien anglais et je ne parle pas du tout anglais, c'est du mensonge. Platon va distinguer. Il ne s'agit pas du mensonge. Il s'agit d'exagérer à partir du réel. Et de tordre le réel dans le sens de notre convenance pour qu'il y ait des retombées affectives, narcissiques sur soi-même. Là aussi, parler de complotisme, c'est sympa dans l'effectif, mais parler du plaisir narcissique et du profit narcissique qu'on peut en tirer, c'est assez intéressant. Avec Don't Look Up, que je vous recommande, vous voyez qu'en fait, on a une sorte d'hallucination collective. Nous sommes tous hallucinés dans la même salle, mais surtout, et c'est ça qui m'intéresse en cybermodernité, d'hallucination connective. Je vais parler comme ça pour bien que vous entendiez les 2 N et non pas les 2 L, excusez-moi, connective. Nous sommes à l'heure d'une bêtise connective. Je ne suis pas bête tout seul, mais quand je me connecte, je deviens bête. Je ne suis pas dans l'illusion tout seul, mais quand je me connecte, je tombe dans l'illusion. La bêtise connective, le déni est connectif, c'est tous ensemble en nous bourrant le mou, l'expression est intéressante, sur les réseaux sociaux, on se bourre le mou en micro-communauté, et du coup, on croit qu'on a raison. Le phénomène des placistes, c'est exactement comme ça que ça se passe. Ils recréent du lien social, il y en a même qui se marient, qui ont des enfants platistes, hein. Donc ils se recréent du lien social dans un monde désespéré et solitaire, précisément parce qu'il y a une dimension affectif fondamental. La leçon qu'on doit en tirer pour la cybermodernité, c'est que l'affectif est supérieur à l'effectif. En fait, l'être humain s'intéresse d'abord à l'affectif. Et si vous l'avez sur l'affectif finalement, et c'est un peu notre ère de post-vérité, si vous l'avez sur l'affectif, vous avez gagné. Donc nous devons être armés pour que l'affectif ne nous emporte pas dans ce que je vais appeler avec vous le deep curse, le profond envoûtement. Le grand péril de cette bêtise connective, c'est qu'elle est contagieuse, qu'aujourd'hui, des simples vidéos et une petite propagande sur Facebook peut retourner des citoyens formés dans l'école de la République pour qu'ils se retournent contre la République. Donc ne rigolons pas trop, là nous avons une fiction, mais nous avons des citoyens qui ne s'occupent pas de l'avenir et de l'écologie parce que, après moi le déluge, donc ils ne sont pas aveniristes. Ce qui compte dans ce que je fais aujourd'hui, c'est le jugement de ceux qui seront dans le futur. Le seul tribunal qui peut me dire si j'ai vécu en me tenant droit, c'est les générations futures. Il se trouve que je passe mon temps à m'archiver sur les réseaux, donc ils pourront voir comment je me suis comporté, ils pourront lire mes tweets, ils pourront voir mon œuvre, ce qui n'était pas le cas avant, je pouvais me dissimuler. Là, quand même, il y a une sorte d'archivage, d'auto-archivage conscient de tout ça. Alors, comment passer d'une bêtise connective à une intelligence connective? C'est tout l'enjeu de cette cybermodernité. Je vous dis juste un petit mot sur la cybermodernité. Qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle ère et elle va durer très longtemps. On n'est pas à l'âge classique, on n'est pas à l'âge romantique, on n'est pas à l'âge moderne. C'est une façon de nommer notre époque. Et la cybermodernité, comme toute nouvelle ère, que je conçois, c'est un de mes concepts, mais je pense qu'il est opérant, et maintenant vous allez pouvoir peut-être l'adopter, ce mot. Nous ne sommes pas en modernité, nous sommes en cybermodernité. Et donc il faut voir l'avènement de cette nouvelle ère. Eh bien l'avènement, il y a 2 choses, 2 éléments qui nous font pleinement entrer de façon massive dans la cybermodernité.
Le premier, c'est le téléphone portable. Et tout ce qui va avec. Donc on est en 2007-2008, donc le web 2.0, on n'est plus dans le simple Internet, on est dans les réseaux sociaux. Alors c'est important le téléphone portable, je ne peux pas trop m'étendre, j'ai pas trop le temps, mais vraiment il y a une philosophie du téléphone portable qui manque aujourd'hui. Ça nous a totalement révolutionné. Ce n'est pas simplement le savoir à portée de main, c'est toute ma communauté à portée de main à travers les réseaux sociaux. Donc ce n'est pas tellement l'outil, ce sont vraiment l'idée que n'importe qui peut écrire n'importe quoi et être véhiculé par ces technologies. Alors avec le bon et le mauvais, bien sûr, on est d'accord. Hein, le pharmacone peut détruire et du poison, mais aussi c'est ce qui sauve. Alors c'est pas que ça, c'est pas que les réseaux sociaux. Donc la démocratisation des réseaux sociaux, c'est autour de 2009 que ça se passe. Voilà, bien sûr, Facebook existe depuis 2005 ou 2004, mais ça s'est démocratisé autour de 2008-2009, en tout cas en Europe. Mais on ajoute à ça le coronavirus. Hein, c'est-à-dire qu'avec le coronavirus et donc tout le traitement de cette crise, téléenseignement, télétravail, eh bien, grand-mère qui rechignait peut-être à se mettre sur WhatsApp en 2008, 2009, eh bien aujourd'hui, elle y est et elle communique. Et donc ça a démocratisé massivement ce que les nouvelles technologies ont proposé dès 2008. Autrement dit, comprenez bien, il n'y a pas de théorie de complot, je ne suis pas en train de dire qu'on a mis du virus pour nous faire gober les technologies, mais de fait, mécaniquement, le traitement de la pandémie, du confinement et de devoir continuer quand même à supporter l'économie, l'éducation des enfants, etc., eh bien ça a démocratisé des usages qui existaient avant, mais qui n'étaient pas du tout démocratiques, plutôt réservés à quelques-uns. Et donc, nous avons ce cocktail, voilà, je pourrais presque rajouter peut-être, j'espère pas, mais l'événement qu'on est peut-être en train de vivre aux portes de l'Europe, enfin en Europe. On verra bien, ça, on n'a pas de recul. Mais en tout cas, ces deux événements fondamentaux ont révolutionné notre façon profonde de nous comporter avec les autres. Je vais le dire très simplement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont plus d'affectifs à travers un écran de portable que dans la vraie vie, tout simplement. Je ne le déplore même pas, hein. Je pourrais, mais ce n'est pas le propos. L'affectif, les éclats de rire, l'amitié, le sentiment d'amour passent aujourd'hui parfois plus, quand vous faites le bilan d'une journée, j'ai rigolé, j'ai trouvé une idée intéressante, quelqu'un m'a plu, bah, en fait ça se peut que ça soit sur Instagram que tout ça, que ça se passe, et pas tellement dans la vie réelle. Alors c'est intéressant parce qu'il en va d'un problème civilisationnel. Comprenez bien, sans exagérer, je crois vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un tournant civilisationnel là-dedans, et que l'écologie cybermoderne doit bien s'ancrer là-dessus. Je développe ces idées pour la première fois, cette notion de cybermodernité, dans une revue scientifique, Clinique méditerranéenne, en 2018. Et je parle du Deep Curse et l'écosystème matériaux pour une théorie de la cybermodernité. La conférence d'aujourd'hui, c'est matériaux pour une écologie cybermoderne. Vous voyez, j'avance tout en étant totalement obsessionnel, ce qui est plutôt bon signe. Parlons du Deep Curse. Qu'est-ce que c'est le Deep Curse? Le Deep Curse, c'est l'état d'hypnose dans lequel nous sommes plongés, où finalement nous croyons vivre une vie intense avec de l'affectivité, en veux-tu, en voilà, dans un état d'hypnose, un envoûtement profond. Et le mot envoûtement me plaît d'autant plus qu'il s'agit d'être voûté, je fais un jeu de mots, hein, mais c'est envoûté, bien sûr, c'est être ensorcelé, curse, mais aussi voûté sur son téléphone portable. Je vous renvoie à certains clips un peu glauques de Stromae qui nous décrit une humanité complètement aliénée, matrixée, on pourrait dire. L'envoûtement profond, c'est un peu le péril que nous traversons dans la cybermodernité, où le flou s'invite dans l'équation en permanence. Nous sommes envoûtés parce que les choses ne sont plus claires. N'importe qui peut produire des narrations, raconter des théories, raconter le monde, et nous pouvons les adopter. Et donc il n'y a plus les filtres, les grandes paires de lunettes qu'on avait avant, où le professeur parlait, où des institutions parlaient. Là, tout le monde parle et nous faisons notre marché, et donc il n'y a plus de coordination dans les narrations que l'on crée. Et du coup, ça nous plonge dans un flou permanent. Alors j'ai mes certitudes, c'est pas flou, mais je sais que c'est des certitudes qui ne concernent que moi et ma petite communauté, et du coup je suis précis dans le flou du monde. Et ce flou va continuer, va exister longtemps, il va falloir faire avec, et la question que je vous pose, c'est comment sortir du Deep Curse pour sauver la planète, grosso modo. Le péril, et ça c'est aussi, j'espère, un peu nouveau, en tout cas j'espère déclencher des déclics, on verra dans notre dialogue, mais le premier barrage à une écologie affective, à une écologie cybermoderne, c'est l'état d'hypnose dans lequel nous sommes plongés.
Nous savons les choses, mais comme il n'y a pas d'action immédiate, comme ça ne peut pas buzzer immédiatement, eh bien, nous n'accordons pas l'affectivité nécessaire à ces choses. Et donc, nous sommes un peu indifférents. On hausse les épaules avec un petit sourcil, mais il y en a peu qui se mettent à pleurer, à part les enfants. Quand des animaux meurent ou des méga-feux arrivent, on pleure intérieurement, mais on commence à être assez inaffectif. Une philosophe que j'aime beaucoup, pas connue, il faut la réhabiliter. Regardez la bonne gueule qu'elle a, de tous les âges, elle est de tous les fronts. Si vous la connaissez, bravo, elle n'est pas enseignée en philosophie, c'est catastrophique. Elle s'est invitée dans la campagne de Sandrine Rousseau, voilà, tout comme un autre s'est invité dans d'autres campagnes, mais on a besoin d'elle, on a besoin de cette philosophe. J'en parle dans mon livre sur les philosophes français qui vient de sortir. Je réhabilite sur 50 portraits de philosophes, je réhabilite 18 femmes philosophes qui ont été victimes, bien sûr, d'un féminicide citationnel, comme on est très doué en philosophie pour le faire. La philosophie devant rester masculine, puisqu'il s'agit du pouvoir intellectuel. Elle, non, elle est trop forte, il faut en parler, c'est Françoise d'Aubonne. Et Françoise d'Aubonne, c'est elle qui invente le mot écoféminisme. Qu'est-ce que c'est l'écoféminisme ? Eh bien, c'est l'idée que l'être humain masculin traite la planète Terre comme sa propriété, comme il traite sa femme comme sa propriété. Voilà, tout simplement. Et donc, vous voyez que c'est à la croisée, et c'est fondamental, entre un féminisme. Elle a lu Simone de Beauvoir. Je vous rappelle quand même que Simone de Beauvoir était une explosion philosophique dans un ciel où aucune femme, vraiment, à part Simone Veil et quelques autres, mais très peu, n'avait voix de chapitre. Et Simone Veil, finalement, plaque le combat contre le racisme anti-noir en disant les femmes aussi sont sous tutelle dans cette société. Et donc, elle a lu Simone de Beauvoir, elle plaide pour la cause féministe, et elle ajoute une chose très importante, extrêmement féconde en cybermodernité, c'est que c'est le même rapport de domination, c'est le même rapport de pouvoir, c'est le même rapport de considérer ce que j'ai en face comme un objet, c'est-à-dire de considérer ce que j'ai en face comme étant en bas. Je ne considère pas la relation à l'autre dans une horizontalité où l'autre est mon égal, je la considère dans une verticalité où je suis supérieur. Et que l'homme avec la femme qu'il peut exploiter ou l'homme avec la nature, c'est le même combat. C'est le même phallocratisme, c'est son mot, hein, le même phallocratisme qui agit. Le cycle, écrit-elle, consommation-production actuelle est lié inéluctablement à l'expansion industrielle. Et d'où elle vient celle-là, cette expansion industrielle, fruit des structures mentales du phallocratisme. Phallus, ce n'est pas simplement le pénis, c'est le pouvoir masculin. Hein, le phallus, le symbole du pénis en érection, donc qui peut commander, vous comprenez bien. L'envie de pénis pour Freud, ce n'est pas l'envie d'avoir un pénis, Freud n'était pas transactiviste, c'était simplement vouloir le pouvoir qui était réservé au phallus. Alors ça c'est assez intéressant. Vous voyez, alors je vous passe tous ces livres, mais il faut vraiment la redécouvrir, c'est très important, parce que je crois qu'on tient quelque chose d'important. Et ça va avec d'autres féministes que je réhabilite, comme Antoinette Fouque, qui nous dit que le masculin, dans sa volonté de tout rendre propriété, de tout asservir, de tout exploiter, va évidemment chosifier ce qu'il ne peut pas, c'est-à-dire le pouvoir de mettre au monde. Antoinette Fouque, c'est la philosophe française qui nous dit que l'homme jalouse le pouvoir génésique de la femme, le pouvoir de mettre au monde. Et d'ailleurs, dès qu'on dit qu'un homme est un génie, la racine c'est pareil, hein, c'est mettre au monde, hein, eh bien on va faire tonner des violons sur des grands génies artistiques masculins pour compenser quelque chose qui est une sorte de blessure narcissique atavique pour les hommes, c'est-à-dire l'impuissance à mettre au monde. D'autres pourront même dire que si je ne peux pas mettre au monde, alors je vais mettre à mort, et ça nous renvoie à des choses plus complexes, mais qu'il va falloir aussi traiter. Regardez ce que dit ce philosophe ukrainien, vous l'avez sur Twitter, il s'est exprimé il y a 3 jours là-dessus. Je vous le traduis en français. La civilisation occidentale est construite sur la logique du jeu à somme positive. Vous et moi devrions gagner et jouir, mais j'espère gagner et jouir plus que vous. C'est pas bien. La civilisation russe est construite sur la logique du jeu à somme négative. Vous et moi devrions perdre, souffrir, mais vous devriez perdre, souffrir plus que moi. C'est brillantissime. Je connais bien la Russie, j'y ai fait plus de 20 voyages, je suis compositeur de musique là-bas, et donc je connais la Russie musicienne, artistique et philosophe. La meilleure, qui est d'ailleurs très pro-Poutine. Hein. J'ai rencontré en 20 voyages un seul Russe qui était ouvertement contre Poutine. Hein.
Mais c'est extrêmement fort. Est-ce que vous voyez, faites le jeu des différences, est-ce que vous voyez quelque chose qui retient votre attention dans cette citation, s'il vous plaît? Ça me permettra de boire peut-être un petit coup. Petit détail dans la citation en français. Il y a civilisation entre parenthèses. Bravo, entre guillemets. Excellent. C'est pas pour rien que tu es sur scène. Et oui, civilisation entre guillemets. Et c'est un philosophe, il sait ce qu'il fait, il ne met pas les choses au hasard. Bien sûr que non. Alors là, il y a un sous-entendu, il parle d'un philosophe sans le nommer. Mais l'idée qu'une logique de jeu à somme nulle puisse être de l'ordre d'une civilisation, c'est vraiment la critique freudienne qui résonne. Pour Freud, la civilisation et la culture, je cite, c'est tout ce en quoi la vie humaine s'est élevée au-dessus de ses conditions animales et ce en quoi elle se différencie de la vie des bêtes. C'est ce qui nous élève. Freud va dire que la culture commence à partir de l'interdiction des désirs pulsionnels les plus primitifs, l'inceste, le cannibalisme et le meurtre. Donc une civilisation qui finalement cherche à faire souffrir, même si la souffrance fait partie de l'équation de la vie, donc on est dans un pessimisme quand même, mais que finalement l'autre doit souffrir plus, se dirige vers Thanatos et ne peut pas être une véritable civilisation. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de nier les auteurs russes, ce n'est pas de la cancel culture qu'il est en train de faire, c'est juste une interrogation assez profonde sur ce phallocratisme finalement régnant. On rejoint Françoise d'Aubonne. Regardez ce qu'il dit encore dans un article très intéressant où il parle de sadopoutinisme. Il s'agit d'une idéologie politique qui cherche son plus grand plaisir à faire souffrir les autres. Il garde son idée. Mais tout cela est ancré dans l'incapacité à apprécier les relations horizontales entre les êtres humains, dans l'obsession de décrire le monde uniquement dans les relations de pouvoir, dans les relations entre les dominés et les dominants. Vous avez là, en prenant l'exemple de Poutine, vous avez là notre mal, je ne fais même pas de jeu de mots, contemporain, et le fait que l'écologie est bloquée. La terre comme propriété vient de cette conception fondamentale où finalement je vais essayer d'avoir le pouvoir car je suis dans l'impuissance à créer des liens humains, à tisser des liens humains. Et donc plus je vais me bunkériser moi-même, me couper de mes émotions, mettre une cuirasse émotionnelle qui me permettra de mieux contrôler la relation avec l'autre, alors que vous savez bien qu'une relation avec quelqu'un d'autre, on s'abandonne, ça ne se contrôle pas, il y a de la création. Oui, je dois bientôt finir. Eh bien, plus je vais me bunkériser, plus je vais évidemment considérer tout ce qui est autour de moi comme des choses à manier, à exploiter, à dominer. Et je crois vraiment que là, c'est là où gît le changement de paradigme fondamental passant du passéisme à l'avénirisme. Le passéisme, c'est finalement l'idée que mes ancêtres comptent plus que mes enfants. Et c'est l'idée qu'il y a quelque chose à fétichiser dans le passé et je dois m'y soumettre. L'avénirisme, au contraire, et notre philosophe Yermolenko nous dit que en Ukraine, penser à l'avenir et fabriquer cet avenir est devenu une nouvelle mode. Il parlait d'avant la guerre. C'est une nouvelle mode. Être tourné vers l'avenir, je pense qu'une écologie cybermoderne pourrait asseoir ce rendez-vous avec l'avenir en disant que finalement, ce qui donne du sens au présent, c'est les actions concrètes pour l'avenir. Des actions qui seraient des actions d'émancipation, des actions d'ouverture. Je m'arrête là et on voit les questions, je pense, ou je continue un tout petit peu sur cette notion et je m'arrêterai juste après. Oui, on a dit qu'on ne parlait pas de la Russie, mais là vous reconnaissez quand même un symbole, la matrioshka, un symbole russe récent, enfin ça a un siècle environ, un peu plus d'un siècle. Il se demandait, alors toujours dans une idée d'une quête identitaire, comment faire que l'artisanat puisse construire quelque chose qui devienne l'identité russe. Et vraiment, ils étaient en train de faire une sorte d'étude de projet, parce que ça, ce n'était pas du tout un truc qui est venu du fond des âges, c'est une décision d'un peintre et d'un artisan. Alors, il fallait bien montrer le savoir russe, bien sûr, que ça ne puisse pas être dupliqué partout, mais aussi s'inspirer. Alors, figurez-vous que cette quête d'identité, ça a donné en fait une inspiration qui vient du Japon. Parce que ce sont les 7 divinités du bonheur qui ont donné, ils avaient trouvé ça
et ils se sont dit, mais c'est magnifique, on va bien sûr changer la mythologie, mais en fait c'est une inspiration japonaise, ces poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres, jusqu'à la dernière, qui ne peut pas comprendre quelque chose, elle est trop jeune, elle a tout l'avenir devant elle pour contenir. Et donc ça vient d'un artisanat japonais. Vous voyez, même quand on cherche l'identité est déjà mélangée. À chaque fois qu'on cherche, qu'on s'inspire, aujourd'hui on ose parler d'appropriation culturelle, mais la culture elle-même est toujours appropriation. Alors pourquoi je vous cite ça? Ça n'a pas grand-chose à voir, si c'était une citation, et je crois que je vais finir là-dessus, d'un philosophe, géographe mais très philosophique, Élisée Reclus, anarchiste, Jules Verne l'a plagié parce qu'il a des descriptions du monde entier, ça permettait aux écrivains de faire semblant de voyager à travers les livres. Et voilà ce qui se dit dans cette idée phallocratique d'appropriation permanente. Jamais financier ne s'est dit « c'est assez, je ne veux plus de millions ». Et même s'il avait la sagesse de modérer ses vœux, le milieu dans lequel il se trouve travaillerait pour lui. Les capitaux continuent d'enfanter des revenus comme des mères gigognes. C'est quoi les mères gigognes? C'est des figures des fêtes foraines, des théâtres des fêtes foraines du XVIIe et XVIIIe siècle. C'est une marionnette qui pouvait enfanter plein de petites marionnettes. Vous avez une illustration en bas. Et donc cette idée à la fois de la mère qui peut procréer et qui peut enfanter et qui peut donc être tournée naturellement vers l'avenir parce que se souciant de ce qui sort d'elle-même sans qu'elle ait besoin de contrôler l'univers. Et à l'opposé, l'idée phallocratique, je ne suis pas en train de faire du sexisme, je pense que des femmes peuvent être tout à fait phallocratiques et des hommes peuvent être tout à fait merveilleux en termes d'avénirisme, mais cette idée que, faute de pouvoir être créateur, je vais vouloir contrôler les choses et ça n'a pas de fin, c'est ce que nous dit Élisée Reclus, même si je m'arrête, en fait, le milieu dans lequel j'évolue me fera continuer. Donc je conclus, pour qu'on ait un temps d'échange abondant, et je continuerai peut-être quelques slides. Je conclus en disant que notre rapport à une écologie cybermoderne, si on veut sortir de l'envoûtement profond, si on veut arrêter de s'abrutir avec les nouvelles technologies, eh bien c'est d'avoir un usage aveniriste de ces nouvelles technologies. La question qu'on doit se poser, c'est en quoi ce que je vis, en quoi ce que je fais ouvre sur l'avenir. Alors bien sûr, on peut imaginer un avenir lointain et se réfugier dans d'autres rêves, mais on peut aussi imaginer un avenir qui est à portée de la main, aider son prochain, avoir un enfant en face de soi. C'est quoi un enfant? C'est une capsule temporelle vers l'avenir, si tout se passe bien, s'il nous survit. Eh bien, un enfant, c'est une responsabilité énorme parce qu'on est en train d'influer sur l'avenir. Et je crois vraiment que ce nouveau logiciel permettrait de nous mettre en paix avec l'affectivité, de comprendre que le but de la vie, quand on le décline selon un système d'appropriation, c'est qu'on fait fausse route, pouvoir le reconnaître, pouvoir le ringardiser, cet acte-là, de se dire tout est propriété pour moi, c'est nul en fait, c'est vieux, c'est un vieux logiciel, et accepter une intelligence connective et pas simplement une bêtise connective pour qu'on puisse appréhender l'écologie avec cette révolution temporelle. Être écologiste, c'est pas forcément lutter pour la nature, c'est lutter pour l'avenir. Je vous remercie infiniment. Merci. Tant que je me définis par ce que j'ai, du verbe avoir, y a pas de fin. Et là, on rejoint la phrase. Si je définis mon être selon les médailles, selon le prestige, selon mes possessions, dans une logique purement quantitative, l'écologie ne pourra jamais émerger. Et donc, je ne peux pas me définir mon être sur ce que je suis, parce que ça ne veut rien dire, où on tombe dans une sorte de méditation bouddhiste, et ça change. Moi, je n'ai pas l'impression que ça change énormément de choses. Je connais très bien le New Age, mais je n'ai pas vu un New Age extrêmement ultra proactif sur l'écologie, en tout cas efficace à une grande échelle. Donc, j'ai l'impression qu'il faut se concentrer sur ce que l'humain sera. Et c'est pour ça qu'il faut sortir d'une vision d'identité, d'un narcissisme identitaire. Mon identité doit aider l'avenir. C'est ça l'avénirisme. Et donc je suis une puissance qui permet de féconder l'avenir. Et c'est pour ça que j'insiste sur le féminin au sens symbolique de l'idée de féconder. Vous voulez lutter pour la terre, concevoir la terre comme votre propriétaire, vous devez créer avec elle, vous devez inventer avec elle. Et donc c'est vraiment une vision tourner vers l'avenir en termes de créativité. Je crois que plus on a un peuple créatif, plus on a un peuple qui va être sensible aux animaux et sensible à une cohésion où le vivre ensemble va s'étendre au-delà des frontières de l'individu, de son clan, de sa communauté. Et je crois qu'il faut ouvrir les frontières, casser les murs. Nous sommes dans un monde où les murs arrivent et la technologie peut nous permettre ça.
On voit bien d'ailleurs avec la guerre que le souci est de fermer la technologie et qu'il y a des combats virtuels de hackers qui veulent simplement, et ça existe depuis les révolutions arabes, rétablir la connexion. Travailler pour la démocratie, c'est simplement rétablir la connexion, que ça puisse circuler à nouveau. Donc je pense qu'il faut revenir à il faut inventer un jeu, JE, qui soit fluide, mobile et pas décliné selon la voie. Elle est très profonde, cette révolution. C'est sur la dimension du dialogue, de la conversation, l'art de la conversation de Théodore Zeldin, qui permet de changer son regard aux autres, au monde, et changer véritablement le monde. Voilà, donc c'était sur cette notion de dialogue comme des pistes, et pour poursuivre ce voyage. Merci. Merci. Alors, Théodore Zeldin, que j'aime beaucoup, il montre bien le péril. Le deep curse existe parce qu'il n'y a plus de conversation. Je reprends ces théories. Il parle de la femme française, d'ailleurs, très joliment. Mais il n'y a plus de conversation. La conversation longue, profonde, l'art de la conversation, l'idée de prendre en compte l'affectivité de l'autre, de prendre son truc, ça n'existe plus. Donc la cybermodernité, la conversation, qui demande une attention soutenue, qui demande ce qu'on dit en anglais du care, attention au sens de je prends soin aussi de l'autre, elle n'existe plus. Et donc philosophiquement, c'est grave. Quand il n'y a plus de conversation, il n'y a plus de dialectique, il n'y a plus de critique. Et surtout, quand il n'y a plus de conversation, il n'y a plus ce combat intérieur qu'on doit avoir. On n'a pas des choix blancs ou noirs, on a des choix qui sont le fruit d'un combat intérieur. C'est jamais 100%. On est à 62%, on pondère. Voilà. Et ce combat intérieur qui nous oblige à faire des choix, et on le voit bien quand la crise s'invite, les choix sont fondamentaux, et la crise écologique est une crise de choix aussi, eh bien, il doit exister. Donc la conversation, ce n'est pas simplement la conversation avec l'autre, c'est la conversation avec soi-même également. Alors, pour ne pas vous laisser sur la fin, je dois aller un tout petit peu plus loin sur cette fameuse identité. Voilà, vous voyez votre serviteur. Jusque-là, dans une écologie non cybermoderne, il y avait moi. Moi, j'allais à l'école, j'apprenais des choses, et j'étais un peu le centre de mon monde, et mon monde, c'était moi, et puis des conversations avec le monde extérieur, du commerce, hein, au sens commercial, mais aussi commercer avec l'autre, échanger avec l'autre. Mais aujourd'hui, la cybermodernité, grâce aux technologies notamment, a créé ce que j'appelle un écosystème. C'est un de mes concepts, il est assez parlant. Aussi bien il existe un écosystème qui, plus il est divers, plus il est résilient, aussi bien nous devons, c'est un combat, nous devons nous concevoir comme un écosystème affectif de relations que nous tissons, y compris de façon virtuelle, de façon connective. Donc nous sommes tous au centre de notre propre écosystème, c'est-à-dire que mon jeu, mon identité, voilà, est un maillage, et ça rejoint Montaigne, hein, il y a beaucoup de philosophes qui ont abordé ça, est un maillage de toutes les identités avec lesquelles j'échange quoi? Eh bien, j'échange de la conversation affective. Et ça peut exister sur les réseaux sociaux. Cette conversation affective, en fait, on ne la voit pas. Donc, aussi bien la conversation d'antan, dialectique, argumentée, etc., elle peut exister sous forme de forum, sous forme de discussion, de façon informelle, aussi bien il y a une conversation permanente où l'affectivité s'échange et conditionne mon identité. Nous formons, par notre écosystème, une façon de comprendre le monde connective. Pas collective, ils ne sont pas là dans la même pièce. Connective. Les jeunes, en tout cas, construisent une identité connective, et on pourrait imaginer que cette identité, ce jeu JE entre parenthèses U, car ça joue tout le temps, comme les mailles d'un filet peuvent jouer, il y a du jeu, il y a du lest. Et cette identité, ce n'est pas l'identité souple, fluide, liquide, il n'y a rien de liquide. Je suis dans les mailles, dans le filet. Complicité, plica en latin, c'est le pli. Complexité et complicité, c'est la même racine. Plus le monde est complexe, plus je suis dans les mailles du filet du monde, en interdépendance avec tout le monde, ça s'appelle l'écologie, ça s'appelle les périls que nous vivons, et bien plus je dois augmenter la complicité. Plus le monde est complexe, plus je dois travailler cette conversation affective et créer des liens humains pour arriver à cette intelligence connective. Et ça peut faire le tour du monde, car ça ne connaît pas les frontières. Le microbiote, c'est intéressant, c'est la vie bios des micro-organismes. Eh bien, je crée le concept de logobiote. Logos, la parole, la raison. Nous avons dans notre cerveau, dans notre façon de conceptualiser le monde, dans la parole et la raison, le logos, nous avons une vie préconsciente et surconsciente. C'est-à-dire que nous ne décidons pas,
du destin des idées que nous avons dans la caboche. J'ai des idées dans la caboche, elles vivent leur vie comme des plantes dans un jardin. Je ne suis pas derrière les plantes à essayer de les canaliser. Je laisse la vie. Elles bougent, elles se nourrissent d'autres idées, elles s'agglutinent. C'est vivant, c'est organique. C'est une nouvelle conception de la connaissance, une conception organique. Et je pense que c'est très important pour comprendre cette notion de conversation. Aujourd'hui, on n'apprend plus en lisant vraiment des livres et en étudiant, on apprend beaucoup plus en étant imprégné par des conversations des autres, par des images, par un monde médiatique ultra connecté. Cette imprégnation transforme notre logobiote, notre jungle émotionnelle. Alors, il y a quoi dans le logobiote? Il n'y a pas de microbes. Il y a des idées, des souvenirs, des connaissances, des émotions, des mots, du symbole. Et tout ça, ça évolue de façon indépendante. Je vous parle, j'ai fait un TEDx là-dessus, je vous renvoie à ça, TEDx la connaissance, une matière vivante. En 15 minutes, vous avez une explication de ce que j'entends par logobiote. Mais là, aujourd'hui, je voulais insister sur la logodiversité. Converser avec les mêmes n'est pas tellement fructueux. Je n'ai pas une diversité logobiotique qui augmente. Mais converser avec du différent, converser avec des gens d'horizons nouveaux, de cultures nouvelles, augmente ma logodiversité. La diversité des connaissances et des émotions que j'ai. Et je pense qu'il y a une immense révolution à faire en allant de façon proactive vers du différent pour nourrir mon âme, on va dire ça comme ça, pour nourrir mon esprit à des sources différentes. On est dans une époque où on lit beaucoup moins qu'avant, donc ce n'est pas forcément par les livres que ça sera médié, mais il faut sortir des bulles algorithmiques, des enfermements logobiotiques où on ne fait que manger la même nourriture industrielle, voilà, et donc travailler la logodiversité. C'est en adoptant les points de vue des autres et que ça fera son mélange en moi, sans que je puisse commander les choses, que je vais pouvoir devenir vraiment aveniriste. Au bout du compte, profondément aveniriste, c'est vouloir que l'être humain unifié, donc c'est un humanisme, l'avénirisme est un humanisme, puisse survivre et survivre mieux. Et donc cette logodiversité doit être entretenue à l'échelle de l'individu, mais à l'échelle du groupe et à l'échelle de la Terre entière. Le fameux « je suis citoyen du monde », ce cosmopolitisme a sa raison d'être a fortiori aujourd'hui. La solitude, elle vient de nos sociétés non avéniristes, qui sont des sociétés de consommation. La solitude, elle vient de la société de compétition. L'auteur à lire, c'est Albert Jacquard. Albert Jacquard dénonçait jusqu'à la fin de ses jours, philosophe engagé, humaniste, que je réhabilite dans mes philosophes, et à la fin de sa vie, Albert Jacquard dénonce la société de compétition. Et il dit, on n'en peut plus des palmarès. Tu veux être le premier, pourquoi? Pourquoi? Ben pourquoi pas? Ben vous savez bien pourquoi. Phallocratisme. Mais ça ne sert à rien. Oui, mais il y a une idéologie de ça qu'il faut désarticuler. On est en train de montrer qu'il y a des conditionnements souvent adressés aux hommes pour être dans la société de compétition et des conditionnements qu'il faut travailler. Et jusque-là, on disait le seul conditionnement qui nous empêche d'asseoir une écologie cybermoderne était un conditionnement voilà, comment dire, individualiste, de consommation, société de consommation, etc. Je crois qu'il y a un conditionnement plus important, c'est de croire que la technologie va nous sauver. C'est-à-dire une divinisation de la technique. Ça, c'est vraiment ce qu'on voit avec, j'ai cité Elon Musk et je peux en citer d'autres, nous avons là l'idée, même jusque dans le délire crypto-monnaie, Bitcoin et tout ça, une sorte de para-religion qui, sans véritable argumentation, est en train de nous dire la technique, elle est sacrée, elle va nous sauver. Et en fait, la technique reste du pouvoir. La technique reste, cette technique-là, une technique qui serait notre salut, serait une technique extrêmement phallocratique également. Le philosophe qui a parlé de ça, vous le connaissez peut-être, le philosophe français qui a explosé le système technicien en disant « nous avons affaire à un bluff technologique, la technique ne nous sauve pas, elle nous enferme ». La technique pour la technique, c'est notre pire ennemi. Ce n'est pas la technique qui nous a servi, mais le sacré transféré à la technique. Ça rejoint Internet, il l'a écrit avant Internet, mais ça rejoint Internet. Ce n'est pas Internet l'ennemi, c'est le sacré, c'est l'idée que la technique est notre nouveau Dieu. Hein. C'est Jacques Ellul, philosophe hélas méconnu, son œuvre est colossale, et on n'en a pas fait le tour, je vous le dis. Il y a des œuvres qui sont avéniristes, c'est-à-dire des œuvres, c'est comme Diderot. Diderot est un des auteurs les plus féconds encore aujourd'hui, parce qu'on n'a pas fait le tour de Diderot. Et il y en a d'autres, les femmes également. Et lui, il a une œuvre colossale, on n'en a pas fait le tour, il a écrit Le bluff technologique, et la phrase que je vous cite là, elle vient des Nouveaux possédés,
Et donc sortir de l'emprise de la technique, et lui, il analysait notamment les mouvements de la jeunesse comme les années 68, et il disait en fait c'est une jeunesse qu'on force à entrer dans un système technicien, le milieu technicien, alors qu'elle n'a qu'une envie, c'est d'exploser toutes ces cages-là et de s'ouvrir à de la vitalité. Le problème du Deep Curse, c'est que la jeunesse est la première piégée dans un système virtuel, parce que ça n'apparaît pas comme technique, ça apparaît comme de la possibilité de tisser des liens. Et l'arnaque, elle est là. L'arnaque, elle est exactement là. Les jeunes vont s'aliéner au Deep Curse si ils ne sont pas aveniristes, en fait. S'ils ne disent pas, tout ça, c'est des moyens, mais ce que je dois diviniser, c'est la nature. Je veux parler de mes albums. Je vous ai dit que j'étais musicien également, intensément. J'ai sorti 3 albums, dont un qui s'appelle Solar Punk, et c'est là-dessus que je veux attirer votre attention. Cet album, peu importe les musiques qu'il y a dedans, enfin, je vous laisse les découvrir, mais c'est le titre qui m'intéresse. Solar Punk, c'est un mouvement très intéressant, Solar Punk, qui consiste, c'est une utopie, comme tout ce qui est punk, hein, c'est une utopie où il s'agit de trouver une sorte d'autonomie dans l'horizontalité absolue et le do-it-yourself, hein, mais c'est solar, c'est-à-dire c'est positif, c'est soleil, hein, c'est lumineux. On est dans une utopie positive, une utopie, qui consiste à dire les techniques doivent se mettre au service de l'écologie. Et ce mouvement-là, qui est très fécond depuis une dizaine d'années, à mon avis, dessine une voie d'avenir, parce que dès qu'on se dit, et si on utilise les techniques pour faire de l'écologie, on en arrive toujours à l'idée de technique de lien humain. On en arrive toujours à une reconfiguration de l'identité humaine. Le problème de l'écologie, et si vous partez avec ce message, j'ai gagné ma journée, c'est notre rapport à notre propre identité. L'identité qui doit dominer l'autre est une identité qui ne fera jamais de l'écologie, même si elle est encartée et même si elle milite. C'est un travail d'identité. L'identité comme écosystème est déjà une identité qui pourra protéger l'écosystème. Si je comprends que mon identité, c'est tous les liens affectifs que je tisse avec une communauté et j'essaie de mettre de la vie là-dedans, j'essaie que ça soit vivant, que ça soit libre, que ça soit nourrissant, que ça soit riche en biodiversité, en logodiversité, eh bien après je peux, par isomorphisme, je peux appliquer ça à la nature. Ce lien entre microcosme et macrocosme, vous le trouvez dans l'Antiquité, avec Pythagore, avec Platon, vous le trouvez dans Troxler, qui analyse cette chose-là. Plus je travaille en moi, plus je comprends les choses les plus extérieures à moi-même. Je crois vraiment que c'est une clé immense pour pouvoir avancer. Je fais le mot de conclusion, si vous le permettez, sauf s'il y a une dernière question. Oui, je prends une dernière question. Bonjour, j'avais juste une dernière question. Ça tombe bien. Et puis, merci d'avoir réhabilité Françoise Daubonne. Sur ce que vous disiez juste à maintenant, le livre d'Abdenour Bidar, Les tisserands, retisser le tissu déchiré du monde sur le triple lien à soi-même, aux autres et à l'environnement. Ma question, c'était, vous avez parlé dans les compétences de demain, de la créativité, et on se pose vraiment la question de comment la développer chez les jeunes, cette créativité. Parce que est-ce que c'est quelque chose qui se développe vraiment ou est-ce qu'on peut l'enseigner? Très belle question finale, merci. Éris, qui donne héristique, l'art du combat, par la rhétorique. Éris, c'est la déesse de la discorde. Et nous sommes dans le siècle d'Éris. Éris veut dire la querelle. Nous sommes dans un siècle où nous n'avons pas l'usage de l'intelligence connective, de l'INEX, cette intelligence qui fait que je serai plus intelligent connecté avec des gens ou sachant bien me connecter avec des gens pour répondre à mes questions que tout seul, plus intelligent connecté que tout seul. C'est ça l'intelligence connective. Même si on est collectif, on est 5 potes dans une pièce, on serait encore plus intelligent si on était aussi connecté à d'autres. Vous voyez, c'est ça l'intelligence connective. Mais pour l'instant, nous faisons la découverte de la cybermodernité. Nous sommes au tout début de la cybermodernité. Nous avons de la bêtise connective qui pleut et de l'absence de créativité à toutes les échelles. Le levier, c'est la créativité. Votre question, madame, c'est comment développer la créativité dans une époque où le but est de se mettre sur la figure, d'être pas d'accord, d'instrumentaliser des polémiques stériles et d'oublier la poésie, au sens de fabrication. Mon livre « Le monde est flou », qui nous raconte au futur, une intelligence artificielle qui discute avec sa conceptrice. Elle est devenue philosophe, l'intelligence artificielle. Elle a tout lu, tous les livres, elle connaît tout. Elle est plus forte que nous en termes de créativité.
Et donc, qu'est-ce qu'on est, nous? À quoi ça sert l'humain encore? Et donc, c'est ce dialogue-là. J'essaie d'y répondre, j'ai toujours pas la réponse. Vous parlez, là, madame, de ma quête dans les prochaines années. Voilà. Je vous ai parlé de l'avénirisme, je ne l'ai jamais théorisé, c'est la première fois que j'en parle devant un public, de ce concept que je compte vraiment faire fructifier avec vous en dialogue. Ce que je sais, c'est que le but, c'est de sortir d'Eris le plus vite possible, cette déesse de la discorde, et d'aller vers une autre déesse, Iris, qui est beaucoup moins connue. Iris qui donne le mot irisé, Iris, déesse de l'arc-en-ciel, déesse messagère des dieux. Je parlais de Michel Serres, qui parle d'Hermès, vous savez bien, le messager des dieux, le dieu des carrefours, le dieu du voyage. Iris, c'est la messagère des dieux, hein, notamment des rats. Et dans ces pas que Homère décrit comme toujours légers, des pas légers, pas de pesanteur, ailés, eh bien, elle dessine l'arc-en-ciel. C'est la déesse de l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel me fascine, parce que l'arc-en-ciel n'a pas de frontières, l'arc-en-ciel a toutes les couleurs, l'arc-en-ciel surplombe la vie, l'arc-en-ciel, c'est le passage merveilleux de l'orage, d'Eris, de la discorde, à l'éclaircie. Et donc nous devons inventer le siècle d'Iris, et le combat entre Eris et Iris ne fait que commencer. Je suis content d'avoir entamé les hostilités, ou plutôt les festivités avec vous. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. And people with trouble